toutes et à tous, êtes bien dans Les Décrypteurs, votre émission quotidienne qui vous offre des points de vue différents sur l'actualité du jour. Il y sera question, comme chaque jour, du Moyen-Orient, de la Syrie, de l'Iran ou encore du Liban. Des pays synonymes de tensions et de conflits et qui font régulièrement la une des journaux. Mais pour moi, ils sont aussi synonymes d'un rêve. Un rêve un peu fou, je l'avoue. Je rêve d'aller à Beyrouth, de marcher sur la corniche au coucher du soleil, de m'asseoir dans un café de Gemalzieh, de découvrir les ruines romaines de Baalbek. Je rêve d'aller à Damas, de traverser le souk Al-Maïdé et de visiter les ruelles de la vieille ville. Je rêve d'aller à Téhéran, de visiter le palais de Golestan, le grand bazar, d'admirer les montagnes enneigées. Et surtout, je rêve de prendre un café avec des Libanais, des Syriens, des Iraniens, de parler de nos familles, de nos enfants, de nos métiers, de leur faire découvrir ce que leurs journaux ne racontent pas sur nous et apprendre ce que les nôtres ne racontent pas sur eux. Puis de les inviter à visiter Jérusalem, sa vieille ville et le marché Mahne Yehuda, les ruelles de Yafo aussi, les plages de Tel Aviv, les paysages du désert du Negev ou ceux de Galilée. Car au fond, c'est cela que devrait être le Moyen-Orient. Au fond, c'est important de le dire, une région où l'on franchit les frontières avec un passeport et non pas avec une armée, où l'on échange des recettes plutôt que des roquettes, où l'on collectionne les tampons de voyage plutôt que les noms des guerres. Je ne suis pas naïve, je sais le poids du réel. Mais après tout, qui aurait cru, il y a quelques années encore, que les Israéliens s'envoleraient par milliers pour Dubaï ou Bahreïn ? Et voici les titres de ce mardi 7 juillet. Le régime iranien rompt le cessez-le-feu. Les gardiens de la révolution ont revendiqué des frappes ciblées contre 2 navires marchands dans le détroit d'Ormuz, une opération menée malgré les avertissements répétés de Washington. Cette attaque directe contre le fret maritime pousse désormais le commandement américain à réévaluer de toute urgence son dispositif militaire et sa présence stratégique dans l'ensemble de la région. Benjamin Netanyahou tente de bloquer les ambitions aériennes d'Ankara. Donald Trump, qui participe en ce moment au sommet de l'OTAN en Turquie, s'est dit prêt à réintégrer le pays au programme des F-35, une possibilité qui inquiète Jérusalem, qui craint que l'équilibre des forces au Moyen-Orient ne soit rompu. Israël appelle les États-Unis à préserver la supériorité militaire de Tsahal dans la région. Emmanuel Macron est en Syrie, une visite historique sous haute tension à Damas. 2 bombes ont explosé ce matin dans un quartier animé de la capitale syrienne, à proximité immédiate du président français qui venait de rencontrer des membres de la société civile syrienne. L'attaque a fait au moins 18 blessés, dont 4 policiers. L'Élysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron était indemne et maintenait l'intégralité de son programme, y compris sa rencontre avec son homologue syrien. En France, la Cour d'appel de Paris a rendu son verdict cet après-midi dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. En appel, Marine Le Pen est condamnée à 15 mois d'inéligibilité, mais avec du sursis. Sa candidature pour la présidentielle de 2027 reste donc possible. En revanche, elle écope d'1 an de bracelet électronique, un aménagement qu'elle avait pourtant exclu pour faire campagne. Il est temps d'accueillir ceux qui vont décrypter cette actualité ce soir. Anna Felous, chroniqueuse, Anne Baer, experte en sciences politiques, développement durable et relations internationales, fondatrice d'Iker Innovation, et Dov Maimon, directeur de recherche à l'Institut de planification politique du peuple juif. Bonsoir à tous les 3. Voyez, bienvenue Anne Baer, c'est la première fois que je vous accueille dans ce studio pour les décrypteurs. On a beaucoup de choses à se raconter ce soir. On va commencer par cette escalade des tensions dans le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution ont confirmé avoir tiré des missiles contre 2 navires marchands dans le détroit. Le régime iranien a affirmé que les bateaux n'avaient pas répondu à ces avertissements et avaient donc été obligés, disent-ils, de frapper. Une attaque menée malgré les menaces américaines. Washington a évoqué de possibles frappes préventives contre le régime iranien. Le ministre iranien des Affaires étrangères a renvoyé la balle à l'administration américaine. Il a déclaré sur X et en anglais: des millions d'Iraniens se sont rassemblés fièrement dans l'unité pour honorer le grand ayatollah Khamenei et son héritage. Ni eux, ni nos courageuses forces armées ne cèdent aux menaces. Le paragraphe 13 du protocole d'accord est clair. Les négociations sur l'accord final ne débuteront pas si les menaces persistent. Respectez votre engagement. Voilà ce qu'a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères.
Alors, on le voit, hein, c'est un chantage diplomatique, Anne Baer, doublé d'un sabotage maritime. On a vu depuis le début, le régime iranien a bien compris que le détroit d'Ormuz était un véritable levier face à l'administration américaine. Il y a dans le monde effectivement quelques détroits incontournables, mais aucun, je dirais, n'a les aspects uniques qu'on retrouve autour du détroit d'Ormuz. Il est la voie franchissable pour atteindre le golfe Persique, aussi bien pour de l'export que pour de l'importation. Et il est la voie de passage pour entre 20 et 25% de l'alimentation énergétique de notre continent européen. Donc on a les flux de pétrole, mais on a également les produits dérivés du pétrole qui passent par ce détroit d'Ormuz, et je pense aux engrais dont on a tant besoin pour lancer l'agriculture pour les saisons à venir. Et l'aluminium également nous a surpris, mais le détroit d'Ormuz n'est pas contournable. Il n'y a pas de voie alternative, à la différence d'autres détroits. On ne peut pas anticiper et choisir de passer par le cap de Bonne-Espérance, par exemple, quand un canal est bouché. Donc on a vraiment un levier pour les Iraniens qui est majeur, mais qui peut se retourner également contre eux et asphyxier leur propre économie. Anna, est-ce qu'on peut espérer, c'est peut-être pas le bon mot, on va dire ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à une réplique américaine? On a déjà vu les États-Unis répondre avec des frappes précises, ciblées. Est-ce que ça peut être, comme certains l'estiment, un nouveau déclenchement d'une guerre, ou on n'en est pas là du tout? Je pense qu'on en est là. On était dans une phase de désescalation, bref, je ne sais plus exactement. Désescalade, c'était bien. Désescalade de la violence, ou en tout cas des menaces entre les États-Unis et l'Iran. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Encore une fois, Trump a retourné sa veste, et on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas anodin que Trump soit en Turquie ou qu'il discute avec Erdogan, puisque les bases américaines sont bien en Turquie, les principales, et donc c'est très utile pour lui de remettre un petit peu les choses en place à ce niveau-là. Donc oui, on est clairement dans une situation où on prépare peut-être l'après 60 jours, l'après Coupe du Monde surtout, et où on va avoir peut-être une autre phase militaire dans ce conflit. D'autres analystes estiment qu'aujourd'hui, ce que fait le régime iranien, c'est tester les lignes rouges des États-Unis, et que Donald Trump est occupé ailleurs, notamment là aujourd'hui en Turquie pour le sommet de l'OTAN. Il voudrait aussi s'occuper de la Russie et refermer cette page iranienne. Et on a l'impression que le régime iranien, lui, n'a pas dit son dernier mot. Voilà. Donc on est au Moyen-Orient, on roule des mécaniques, on essaye de voir que c'est nous qui allons dire le dernier mot, on va plier l'Amérique, on va mettre l'Amérique à genoux, on a encore tout un discours de virilité ardente, de discours qui sont un peu du bruit. Heureusement, Donald Trump comprend tout ça, et il l'a complètement contourné, parce que s'il renforce tout à coup la Turquie, alors on comprend que tout à coup la force de l'Iran est beaucoup moins forte. Donc il va y avoir peut-être des petites escarmouches. Normalement, je ne pense pas qu'on va avoir une explosion. On va attendre les 60 jours, on va tenir. On va tenir, il a dit lui-même, il va falloir qu'on va pas céder à ces petites revendications ici ou là, on fait semblant de ne pas avoir vu, on ferme un œil, on garde l'autre ouvert, et puis on avance avec la Turquie. Et si la Turquie se renforce, si on arrive à d'autres renforcements, on va voir encore dans les jours qui viennent peut-être des choses avec l'Arabie Saoudite ou d'autres pays. À ce moment-là, on sera dans une nouvelle donne, et là, l'Amérique reprendra le dessus. Bon, on est dans un jeu où... c'est le jeu du Moyen-Orient, il faut être à l'écoute. Alors justement, vous parliez de la Turquie. Donald Trump est bien arrivé à Ankara pour participer à ce fameux sommet de l'OTAN. Le président américain a rencontré le président turc à son arrivée. Il a notamment été question de la réintégration de la Turquie dans le programme américain des avions de chasse F-35. Donald Trump n'a pas exclu cette possibilité. Je vous propose de l'écouter. Nous avons de meilleures relations avec la Turquie, et la Turquie s'est montrée, à bien des égards, beaucoup plus loyale que d'autres pays dont on aurait pourtant attendu de la loyauté. Alors oui, c'est quelque chose que nous allons certainement examiner. C'est un avion formidable, c'est de loin le meilleur avion actuellement, et de très loin. Et c'est donc tout à fait quelque chose que nous allons prendre en considération. Israël observe avec appréhension ce sommet de l'OTAN aujourd'hui. Jérusalem qui s'oppose à une réintégration de la Turquie dans ce fameux programme des F-35, ainsi qu'à la livraison de moteurs militaires à Ankara. On en parle avec Avital Lebovitch, experte en diplomatie au Moyen-Orient et dans les Balkans. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Si je ne me trompe pas, les États-Unis doivent légalement garantir la supériorité militaire d'Israël dans la région. Est-ce que ce n'est pas en train de changer avec ces exigences ?
Je ne suis pas sûre que cela soit sur le point de changer. Il ne fait aucun doute que les Turcs sont très intéressés par l'avancement de l'accord sur les F-35. D'ailleurs, ils développent eux-mêmes leur propre flotte navale, la construction de sous-marins, etc. Ils veulent maintenir leur propre avantage relatif dans la région. Je crois qu'un tel processus est extrêmement long. Je tiens à vous rappeler que lorsque l'État d'Israël a acheté le F-35, cela a pris une décennie. Par conséquent, toute promesse qui pourrait être faite n'est pas une promesse qui sera concrétisée dès demain matin. Et je dis cela à dessein, car d'ici là, 2 autres administrations américaines auront le temps de changer. Peu importe la déclaration actuelle. De plus, nous connaissons d'autres régions du Moyen-Orient à qui l'on a promis monts et merveilles, et nous savons que ces promesses n'ont pas exactement été tenues. Il n'est donc pas certain que cela se produise. Oui, mais pourtant, une partie des pays de la région ont déjà reçu des F-35. Regardez, il faut rappeler que les systèmes dont dispose Israël et qui sont installés à l'intérieur des avions F-35 sont des systèmes uniques et israéliens. En d'autres termes, la carlingue est en métal, mais l'intérieur, le système intelligent, est israélien. C'est pourquoi, dans tous les cas, Israël conservera un avantage significatif dans la région. Il est vrai qu'un pays comme la Turquie, sous le régime actuel d'Erdogan, est un pays très problématique pour Israël. Mais soit dit en passant, je ne vois pas Israël déclencher une guerre demain avec la Turquie. C'est même le contraire. Il faut voir comment, après le règne d'Erdogan, Israël peut revenir à une normalisation des relations avec la Turquie. Nous n'avons pas le choix. La Turquie est un pays proche géographiquement, important économiquement et sécuritairement parlant. Elle investit en Afrique, elle investit dans les Balkans. Ce n'est pas un pays que l'on peut balayer d'un revers de main. Benjamin Netanyahou a accordé 2 interviews coup sur coup hier à Fox News. Il envoie un message clair à Donald Trump. Je crois qu'il y a ici un message très clair et net. Tout d'abord, Netanyahou veut, je pense, montrer et renforcer l'image de la relation forte, directe et stratégique qui existe entre Israël et les États-Unis. En clair, Netanyahou dit « N'oubliez pas, nous et les Américains, c'est du shoulder to shoulder, épaule contre épaule. Rien ne peut nous diviser. » De ce point de vue, le message est très clair et ce n'est pas pour rien qu'il a choisi, comme vous l'avez dit, le réseau Fox News, que Trump regarde évidemment. Il faut le dire concrètement, Aviva, Israël ne peut pas encore en tout cas, se passer du soutien de Washington. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons d'autre choix que d'entretenir cette relation directe, étroite et stratégique avec les États-Unis. Et ce, avec toutes les administrations. Il est interdit à l'État d'Israël de privilégier un parti plutôt qu'un autre. Et s'il est vrai qu'il y a certains changements, tant chez les républicains que chez les démocrates, nous devons malgré tout apprendre à travailler avec eux. Je pense qu'il est d'ailleurs juste de vouloir s'affranchir de la dépendance économique et sécuritaire vis-à-vis des États-Unis et qu'il est juste de mener des projets conjoints ensemble. Mais très sincèrement, je peux vous dire, d'après mes connaissances, que le niveau de proximité qu'il y a eu ces derniers mois entre les 2 armées est vraiment quelque chose d'inédit. Il faut maintenant garder à l'esprit que les États-Unis doivent décider de la nature de leur présence dans la région. C'est aussi de là qu'Israël déduit sa relation, la force de son lien avec les États-Unis. Y aura-t-il 50 000 soldats américains au Moyen-Orient? Y en aura-t-il 100 000? Où seront-ils déployés? Les bases resteront-elles? Y aura-t-il des bases américaines en Israël? Toutes ces questions influenceront également la force de la relation entre les 2 pays. Merci beaucoup à Vital Lebovitch de nous avoir consacré ces quelques minutes sur i24 News. Il y a plusieurs choses dans ce qu'on vient d'entendre. Tout d'abord, le rôle de la Turquie. D'ailleurs, le président américain Dov a remercié Recep Tayyip Erdogan de ne pas être intervenu pendant la guerre en Iran, de ne pas avoir pris parti finalement. Ce rôle-là, vous l'avez dit tout à l'heure, Donald Trump veut l'accorder à Erdogan pour contrer la République islamique d'Iran. Voilà. Alors là, on va vraiment faire un travail de décryptage là maintenant, puisqu'il faut écouter ce qu'on a entendu de Avital Lebovitch maintenant, et puis ce qu'a dit M. Netanyahou aux différents entretiens. Alors, il est très important pour M. Netanyahou d'abord de garder une bonne relation avec les États-Unis, quoi qu'il arrive, même si on n'est pas, on a le droit à des désaccords, on a le droit à des désaccords en géopolitique.
entre partenaires, comme dans un couple, on a le droit d'être désaccord. Le moment où on divorce, c'est quand on ne sait plus pourquoi on est ensemble. Donc là, pour l'instant, avec les États-Unis, on sait pourquoi on est ensemble et ça tient. Et la deuxième chose que doit gérer M. Netanyahou, c'est la relation avec la Turquie. La Turquie n'est pas comme l'Iran. C'est pas une haine viscérale contre Israël, le peuple juif. C'est une haine il y a évidemment de l'antisémitisme, etc., le milieu gauche, etc., mais il y a surtout un partenaire dont on a besoin. Israël a besoin, on a eu des très bonnes relations par le passé, ça reviendra peut-être une fois qu'Erdogan ne sera plus là. La troisième chose qu'il faut gérer, qui n'a pas été dit là, c'est qu'on est en campagne électorale. Et que si vraiment on s'aperçoit que Netanyahou a échoué face à la Turquie, échoué face au Hamas, échoué face au Hezbollah, échoué face à l'Iran, alors c'est très mauvais pour Netanyahou. Donc il est évident que Netanyahou va tout faire pour dire que ce n'est pas très grave. Et donc on a un avantage concurrentiel. On garde avec les F-35 israéliens qui sont très forts. Donc on a une situation qui est complexe. Et évidemment, on est dans une donne il faut voir tout le Moyen-Orient dans l'ensemble, comme vous l'avez dit. Cette idée-là où on a la Turquie qu'on doit renforcer face à l'Iran. On est dans un jeu où si on veut abaisser l'Iran, il faut se rapprocher de la Turquie. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Il faut simplement être à l'écoute. Et là, on entend qu'on est en plein dans un bazar du Moyen-Orient. Oui, mais Anne, pourtant, Israël et les États-Unis, aujourd'hui, face à la Turquie, n'ont pas les mêmes intérêts. N'ont pas les mêmes intérêts. Et puis, on ne parle là, pour l'instant, que de l'Iran et de la Turquie, mais il ne faut pas oublier non plus l'Arabie saoudite, qui entend aussi jouer son rôle dans la région. On a un retour des impérialismes, que ce soit l'impérialisme persan ou l'impérialisme turc. Et cette volonté de suprématie dont on nous parle depuis maintenant des décennies. Israël est venu par sa création mettre beaucoup de désordre dans cette région compliquée du Moyen-Orient. Par rapport à l'avantage militaire comparatif des Israéliens, je pense que moi, ça m'a fait tout de suite penser à l'affaire des sous-marins. Les sous-marins vendus par les Allemands aux Égyptiens. Alors, il n'y a pas exactement les mêmes accords entre les Allemands et les Israéliens qu'entre les États-Unis et les Israéliens, mais les Israéliens sont consultés et on sait qu'on conserve cet avantage comparatif aujourd'hui. On le conserve au niveau de l'infrastructure, au niveau des logiciels, au niveau des systèmes, mais également des missiles accrochés à ces F-35. Et puis on a une très longue expérience. Donc je dirais que le niveau d'inquiétude n'est pas actuellement en tant que tel vis-à-vis ni des F-35 qui sont entre les mains des Saoudiens et des F-35 qui vont peut-être être à nouveau entre les mains des Turcs, puisqu'ils faisaient partie jusqu'en 2019 du programme F-35. Ils demandent à y revenir. Et en ce qui concerne les Émirats, c'est probablement l'allusion aux promesses non tenues dans la région. Avec la signature des accords d'Abraham, on s'attendait à ce que les F-35, pour un montant, je crois, de plusieurs dizaines de milliards de dollars, soient vendus aux Émirats et sont toujours attendus. Ça n'a pas été le cas. Alors, il y a un autre degré que je voulais souligner avec vous, Anna, c'est le fait que Benjamin Netanyahou ait choisi Fox News pour s'exprimer. On a bien compris que c'est un média direct à Donald Trump. Oui, tout à fait, c'est un message direct pour Donald Trump. Tout est calculé, tout est ficelé, donc il y a pas de... Le fait que ce soit à Fox News et pas à CNN, c'est tout à fait normal et on n'aurait pas vu les choses autrement. Qu'il y en ait deux, c'est encore plus, ok, on insiste, on est vraiment là, on est toujours présent et il ne faut pas nous oublier, il ne faut pas oublier Israël. Et il y a autre chose en fait, on voit que Donald Trump essaye de se rapprocher de la Turquie et de rassurer l'OTAN, parce que ça reste quand même un allié très très fort à l'OTAN. Il y avait eu des problèmes par rapport à tout le système anti-aérien russe. Et donc, en fait, quelque part, c'est rassembler une alliance, la renforcer. Et le fait qu'Israël ne puisse pas aller directement vers la Turquie et dire « Allez, salut, soyons potes », globalement, c'est un peu l'idée. Et ben, c'est comme ça que ça se fait. Et finalement, le fait que ce soit Fox News, enfin, tout est ficelé. Tout est calculé. Effectivement. Allez, on va partir sur le front nord à présent. Les négociations entre Jérusalem et Beyrouth reprendront la semaine prochaine, les 14 et 15 juillet, à Rome cette fois. En attendant, le gouvernement israélien ne cesse d'affirmer qu'Israël veut la paix avec son voisin libanais, mais pas au prix de sa sécurité. Le ministre des Affaires étrangères l'a encore déclaré aujourd'hui, on l'écoute. Israël n'a aucune ambition territoriale au Liban. Notre présence dans la zone de sécurité, au sud Liban, relève uniquement d'une nécessité sécuritaire, celle de protéger les localités du nord d'Israël. Ce n'est pas Israël qui viole la souveraineté libanaise. C'est le bras armé de la terreur iranienne, le Hezbollah, qui a bâti un État terroriste dans l'État. Et tant que cette armée terroriste restera intacte, le Liban ne pourra exercer ni sa souveraineté, ni son indépendance.
Pour en parler, nous sommes en ligne avec le colonel de réserve de l'armée israélienne, Meir Dahan. Bonsoir Meir. Bonsoir tout le monde. Meir, est-ce qu'une solution diplomatique comme celle qui est négociée en ce moment vous semble réaliste pour neutraliser un arsenal militaire qui reste supérieur à celui de l'État libanais? Je parle évidemment de l'arsenal du Hezbollah. Bien sûr que non. La seule façon de faire face à ce problème, c'est d'isoler le Hezbollah et de leur enlever de toutes les munitions et des armes. C'est clair, et on a un peu oublié qu'il s'agit d'un État souverain qui est appelé à mettre de l'ordre au sein de son territoire. Et on est en train de faire leur travail. Alors c'est clair, il faut dire que le point diplomatique dans lequel on se trouve avec le Liban, il est historique, il est bien, il est très très bien, mais c'est un premier pas. Il faut que les nations joignent afin de mettre fin à cette drame qui s'appelle Hezbollah et que ça commence à l'Iran. Oui, effectivement, c'est lié à l'Iran, même si Israël tente de séparer le dossier libanais du dossier iranien. C'est plus que lié, excusez-moi de vous déranger, mais c'est plus que lié, c'est soumis par l'Iran. C'est ça le grand drame, c'est une grande tragédie. Il s'agit de quelques dizaines de milliers de Libanais, de citoyens libanais, qui servent les intérêts et l'idéologie iranienne au sein de leur territoire. Et ils font face à Israël alors qu'on n'a rien à voir avec le Liban. On n'a aucun conflit avec le Liban. Oui, effectivement, et on ne cesse de le répéter. D'ailleurs, Meir, on parle de zones de sécurité pour protéger les communautés du nord d'Israël, c'est-à-dire cette fameuse zone tampon. En tant qu'officier, quel est votre regard sur la viabilité de cette zone de sécurité à long terme? Est-ce qu'on ne risque pas de s'enliser à nouveau dans le scénario des années 90 ou des débuts des années 2000? Je crains malheureusement que c'est un cercle vicieux qui va revenir tant que le problème de fond n'a pas été résolu. Et on n'a aucun intérêt, comme il vient de dire le ministre des Affaires étrangères, on n'a aucun intérêt dans le sol libanais, mais on est obligé de rester là-bas sur place pour l'instant. Mais on est en train de mener une guerre de guérilla qui est dramatique pour nous et pour tout le monde. Il s'agit de presque 1 million de Libanais qui sont évacués de chez eux. Le temps que ce territoire est gardé par l'armée israélienne, je suis sur place, je vois les choses comment ils se font. C'est un drame pour tout le monde. Donc il faut résoudre ce problème, il faut pour tout, chacun revient chez soi. Mais bon, malheureusement, ça met du temps. Oui, effectivement, et ça va prendre du temps. Merci beaucoup, Meir Dahan, de nous avoir accompagnés ces quelques minutes. À vous. Merci. Je sais pas si vous me permettez. On parle donc de ce... Oui, vous voulez dire un truc? Quelque chose? Non? Ah, voilà. Je crois qu'il voulait encore ajouter quelque chose, mais le temps que je réagisse. Il y a aussi... on me dit qu'on va le prendre. Donc, on va écouter Meir. Vous vouliez rajouter quelque chose, Meir? Merci, vous êtes très gentil. Je veux ajouter aussi par rapport au sujet précédent qu'il faut rappeler aux gens à quoi Israël fait face aujourd'hui. Ok, on a le Hamas au sud et personne, il y a 2 millions de gens qui sont sous pression là-bas et qui sont pas, il n'y a pas le calme, ça bouge beaucoup et c'est très risqué. On est en train de faire face au Liban, on est en train d'éliminer les milices qui sont en train de se grouper en Syrie et par-dessus tout on a l'Iran. Et si on rajoute tout ça à la vague antisémite internationale, il faut se rappeler à quoi Israël fait face, à quoi nous les soldats on fait face. Voilà, j'ai dit ce que je voulais. Merci. On vous entend plus très bien, mais on a compris le message. Merci beaucoup, Meir Dahan. Il y a ça, le terrain, et puis il y a Michel Aoun qui sera reçu. On n'a plus beaucoup le temps, mais j'aimerais quand même aborder ça avec vous, Anne. Michel Aoun va être reçu par Donald Trump, Benyamin Netanyahou aussi, mais séparément, puisque le président libanais refuse de rencontrer, pour le moment en tout cas, Benyamin Netanyahou. Ce refus, il est par peur peut-être de ce qui risque de se passer au Liban s'il rencontre Benyamin Netanyahou, ou vraiment par principe? Alors, l'interdiction de rencontrer les Israéliens est toujours explicite. Elle n'a pas été levée. Il m'est arrivé à Paris de pouvoir, il y a 2 semaines de ça, participer à une réunion 100% libanaise. Donc, j'étais invitée, donc j'ai accepté l'invitation et j'ai juste écouté. Et j'ai écouté un pays et 2 ministres de ce gouvernement Aoun, très intéressants, technocrates, des experts, pas des politiques,
qui parlait d'attractivité du pays, de ramener les talents, notamment toute la diaspora libanaise, etc. Et tous ces gens ne peuvent pas officiellement être en contact avec des Israéliens. En ce qui concerne un contact direct, on est dans une période électorale, comme on l'a souligné, préélectorale ou électorale, et chaque geste est surveillé du côté israélien aussi, pas uniquement du côté libanais. Donc on a un gouvernement libanais accommodant, courageux, compétent, qui ne peut pas faire le travail lui-même, comme on l'a souligné, qui compte effectivement implicitement sur nous, les Israéliens, pour le faire. Et les choses avancent. Et très égoïstement, je me permets de constater que pour une fois, il y avait une femme pour signer ces accords ou ces préaccords. Qui est l'ambassadrice à Washington du Liban, désignée par ce gouvernement de personnalités compétentes. Ce n'était pas le cas pour les accords d'Abraham. Il n'y avait aucune femme, ni d'un côté ni de l'autre, de cette table ronde. Et ça rejoint mon introduction au début d'émission. Peut-être qu'un jour, on ira boire un café avec des Libanais et des Libanaises à Beyrouth. Et des Libanaises, bien sûr, à Beyrouth. Allez, on va marquer une courte pause. On se retrouve juste après pour la suite des décrypteurs. On reviendra sur l'attentat en Syrie, juste à côté de l'hôtel où se trouvait Emmanuel Macron, et sur le verdict concernant l'avenir politique de Marine Le Pen. Restez avec nous. Israel Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israel Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israel Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israel Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. Aïtou-Youtou, bâtir le nouvel ordre stratégique. Le monde tel que vous le connaissez est en pleine mutation. À l'ère de l'instabilité globale, le vrai pouvoir migre vers des réseaux stratégiques qui traversent les continents. Voici Aïtou-Youtou, un partenariat de poids entre Israël, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis et l'Inde. Bien plus qu'un forum diplomatique, un moteur financier qui propulse des investissements massifs dans les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire à travers le Moyen-Orient. Ensemble, ces pays bâtissent un corridor économique physique reliant directement la Méditerranée à l'Indo-Pacifique. Des chaînes d'approvisionnement énergétiques et alimentaires plus robustes, moins exposées aux turbulences régionales. Cette initiative transforme le Moyen-Orient. D'un simple carrefour, il devient un pôle de puissance économique unifié et autonome. L'objectif final, l'autonomie stratégique. En tissant des réseaux résilients, les nations partenaires blindent leurs chaînes d'approvisionnement face aux crises régionales et s'assurent que ce sont elles, et non des puissances extérieures, qui dicteront les règles du nouvel ordre mondial. Dans un monde en mutation permanente, ces partenariats dépassent la diplomatie. Ils sont le socle de la sécurité économique de demain. Le grand oral sur i24 News, c'est chaque lundi à 21h30. Des politiques, des experts, des artistes, des auteurs pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois, à lundi sur i24 News. Besoin d'être toujours connecté à l'actualité? Reportages, débats, interviews, analyses d'experts. Accédez à tous nos programmes où que vous soyez depuis votre téléphone, votre tablette ou votre Smart TV. Partout, tout le temps, avec l'application i24 News, retrouvez la chaîne en direct et en replay, les articles et analyses. Alors ne perdez pas une minute, téléchargez dès maintenant l'application i24 News.
Parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite. Tout s'amplifie. Parce que vous informer, c'est notre ADN. La Grande Édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News. Nous voilà de retour pour la suite des décrypteurs. Ils sont toujours là, Anna Felous, Anne Baer et Dov Maimon, bien présents. On va commencer tout de suite par la visite d'Emmanuel Macron en Syrie et surtout par cet attentat, 16 attentats, pas très loin de l'hôtel où il se trouvait. On en parle avec Déborah Benayoun. Bonsoir Déborah. L'Élysée a rapidement confirmé que le président français allait bien. Oui, c'était peu avant 11h ce matin que 2 explosions se sont fait entendre à proximité de l'hôtel Four Seasons qui se trouve donc dans la capitale syrienne. Et c'est là d'ailleurs que séjourne le président français. C'est une zone très fréquentée, située entre le ministère syrien du tourisme et le musée national. Et selon des sources locales, Emmanuel Macron avait quitté l'hôtel une quinzaine de minutes avant les détonations. Il n'a donc rien entendu. L'Élysée a d'ailleurs confirmé très rapidement qu'il était sain et sauf. Alors selon les autorités, l'une des bombes artisanales était placée dans une benne à ordures et l'autre dans un véhicule à proximité de l'hôtel dans le centre de la capitale. Bilan de ces explosions, 18 blessés dont plusieurs policiers. On précise que ces explosions interviennent quelques jours après un attentat à la bombe qui avait fait 10 morts dans un café du centre de Damas. Pour autant, la présidence française a bien précisé que la visite se poursuivait. D'ailleurs, on a vu déjà des images d'Emmanuel Macron avec le président Al-Shara au palais présidentiel peu de temps après les explosions. Le président français Emmanuel Macron qui a réagi sur la plateforme X. Alors, il n'a pas parlé directement de l'attentat, mais il a déclaré que rien ne pourrait étouffer l'aspiration des Syriennes et des Syriens à vivre, je cite, dans une Syrie pleinement souveraine, sûre, pluraliste et unie. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron est le premier dirigeant de l'Union européenne à se rendre en Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024. L'objectif de cette visite, c'est de renforcer les relations bilatérales. Il est d'ailleurs accompagné d'une délégation d'investisseurs et de représentants d'entreprises françaises pour développer également la coopération économique. Merci beaucoup Déborah Benayoun. Et pour continuer à parler de cette visite inédite, historique même, nous sommes en ligne avec l'auteur franco-syrien Alexandre Rifaï. Bonsoir Alexandre, vous êtes également l'auteur de l'Islamisme reconditionné. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Voilà, on voit votre livre L'Islamisme reconditionné. Ces explosions, Alexandre, au cœur de Damas, est-ce qu'elles prouvent que le nouveau pouvoir syrien ne contrôle pas encore la sécurité des lieux, ou est-ce qu'il s'agit d'un avertissement direct adressé à la France? Je pense pas que directement adressé à la France. Je pense que c'est plutôt la première raison, c'est-à-dire effectivement ce pouvoir ne maîtrise pas. Moi, les images de cet attentat m'ont fait revenir en arrière 20 ans, 25 ans en arrière, les attentats qui se passaient tous les jours en Irak. À chaque fois des dizaines de morts, des voitures explosives, des voitures explosées et des dizaines de morts. Ça veut dire quoi? En fait, qui était à l'époque responsable de ces attentats en Irak? C'est Al-Qaïda. Et parmi les dirigeants d'Al-Qaïda en Irak qui étaient responsables de l'organisation de ces attentats, c'est Jolani même. C'est lui qui était responsable de ces attentats en Irak, avant d'être envoyé en Syrie pour fonder et travailler sur la branche Al-Qaïda syrienne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, Daesh et Al-Qaïda, ce sont des frères ennemis. Et depuis l'arrivée, bien sûr, depuis avant l'arrivée au pouvoir, il y a cette guerre entre les deux. Et Daesh, effectivement, continue à faire des attentats, continue à fragiliser son frère ennemi, mais n'oublions pas qu'ils ont la même matrice idéologique, la même haine et le même rejet de l'Occident. Et donc, oui, ces attentats aussi nous montrent, surtout nous rappellent, nous fait poser la question, pourquoi cette visite d'Emmanuel Macron à ce moment-là de l'histoire? Est-ce qu'il y avait une urgence absolue? Cette visite était préparée depuis de nombreux mois. Moi, j'entends parler
sur le média arabe et syrien de cette préparation de la visite d'Emmanuel Macron qui était attendue. Et comment ça se fait qu'ils n'ont pas cerné, bordé vraiment tout l'aspect sécuritaire? Parce que si cet attentat visait un président de la République française, c'est-à-dire qu'il y a quelque part un manque cruel de l'organisation de cette visite. Donc la question se pose. Alors justement, vous parliez du pourquoi maintenant de cette visite et je voudrais vous demander comment est-ce qu'on explique que Paris, mais Washington aussi, accepte aujourd'hui de normaliser ses relations, leurs relations et de financer la reconstruction d'un régime qui est dirigé par une figure au passé djihadiste aussi lourd. Il y a plusieurs raisons pour moi. Je pense d'abord, il y a le fait qu'effectivement pour la France, en tout cas, la France a perdu son influence au Moyen-Orient et ils ont trouvé cette occasion de l'arrivée du nouveau pouvoir en Syrie. Je pense qu'ils ont parié sur ce président, sur ce dirigeant, pour effectivement être présent, être un acteur au milieu de ce Proche-Orient qui leur échappe quelque part à la diplomatie française. Et donc, ils ont voulu accompagner ce président. Il y a une deuxième raison, je dirais, c'est pareil pour les États-Unis, mais les États-Unis, en fait, effectivement, ils n'ont pas été dans la précipitation comme Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron a voulu aussi être le premier à recevoir Jolani à l'Élysée, et lui aussi aujourd'hui, il est le premier dirigeant occidental à aller en Syrie. Et il y a beaucoup de dirigeants arabes qui n'ont même pas encore mis le pied en Syrie. C'est dire. Mais la deuxième raison, que je trouve que c'est beaucoup plus importante, c'est que Jolani et les islamistes en Syrie, en réalité, ils sont très intelligents. Ils savent parler à cet Occident. Ils savent parler à cet Occident, j'allais dire malheureusement naïf et déconnecté. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vais revenir à la personnalité de Jolani même. J'en parle dans le livre « L'islamisme reconditionné » où je raconte le parcours de Jolani. En fait, Jolani, c'est quelqu'un, encore une fois, de très pragmatique et intelligent. Il a travaillé, il était un très bon organisateur, un très bon négociateur, et il a beaucoup travaillé à faire rassembler beaucoup de gens en Syrie, des tribus, comme des partis politiques qui ne sont pas forcément islamistes au départ, et ils ont travaillé pour fonder Hayat al-Tahrir al-Sham, c'est-à-dire l'entité politique qui a géré la partie islam avant d'arriver au pouvoir. Donc il a su aussi parler avec l'Occident. Même avant qu'il soit président aujourd'hui, il parlait avec des journalistes occidentaux. Donc vous voyez, donc, il sait parler à l'Occident. Et l'Occident ne connaît pas cet islamisme reconditionné dont je parle dans mon livre, parce que l'Occident... En fait, regardez la visite de Macron, la première visite de Macron à la mosquée des Omeyyades. On voit tout souvent cette image-là, je vois tout de suite cette image sur votre chaîne. Cette scène, elle est très symbolique. Parce qu'on voit le président de la République française signer un registre dans une mosquée des Omeyyades. La mosquée des Omeyyades, c'est pas n'importe quelle mosquée, c'est pas uniquement un monument historique. C'est aussi la mosquée de la capitale des Omeyyades. Et quand Jolani est arrivé au pouvoir en décembre 2024, la première chose qu'il a dit, nous allons reconquérir la capitale des Omeyyades. Et donc, un président français qui parle de pluralité dans le monde, il a écrit pluralité dans le registre, il a parlé de la pluralité de la Syrie. Quelle pluralité de la Syrie? Alors, et là, il y a une vision islamiste à travers cette signature. Il aurait pu signer ce registre ailleurs, mais pas dans une mosquée. Merci beaucoup en tout cas, Alexandre Rifai. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur l'antenne de i24 News. Merci beaucoup. La question, elle est importante et on en parlait avant le début de cette émission. Pourquoi maintenant Macron décide, à ce moment précis, de se rendre en Syrie, Dov? Alors, ce qu'il faut se poser comme question, quelle est la finalité de la présence française au Proche-Orient, de la diplomatie française au Proche-Orient? On a un peu l'impression, donc c'est un coup médiatique, on a l'habitude déjà, la France n'est pas très aimée au Liban, elle a été rejetée du Niger, Burkina Faso, du Mali, elle essaye de trouver une nouvelle place, elle essaye d'essayer d'exister quelque part, elle essaye de faire des choses, c'est tout à fait respectable, et puis
il va vouloir être le premier arrivé, mais est-ce qu'on compte le nombre de déplacements ou est-ce qu'on compte de la direction des choses? Est-ce qu'on arrive à changer les choses? Et ça, au niveau de l'impact, c'est pas du tout évident. Si on a parlé tout à l'heure de Donald Trump, lui, il arrive à Ankara, il va faire bouger des choses là-bas. Ici, on semblerait qu'on est en train d'assister plutôt qu'en train d'écrire l'histoire. Donc on a quelqu'un qui est en train de, quelque part, de soumettre, et la personne, Farhad, a parlé juste un instant, il a expliqué qu'en vérité, il s'agit d'empires. Tout à l'heure, Anne Baer parlait des empires, on a des empires, l'empire turc, ottoman, l'empire syrien qui n'a rien à voir avec le vivre ensemble, qui a d'imposer l'islamisme dur et pur du sunnisme, et on a des Français qui ne comprennent pas vraiment, ils croient qu'ils sont plus intelligents que le système, et quelque part, on risque de se retrouver bien embrouillé dans une histoire quelque. Là, vous allez voir que Donald Trump, lui, prend ses distances, il sait comment il fait les choses. Là, on a quand même quelque chose qui fait un peu peur, comment la France se précipite pour être le premier devant les caméras, c'est peut-être un peu dommage. Ça rappelle quelque part, je me trompe peut-être, vous allez me dire, après le 7 octobre, quand Emmanuel Macron s'est rendu en Israël et a déclaré qu'il faut monter une coalition contre les islamistes du Hamas, c'était aussi précipité, comme vous l'avez dit, ça n'a pas donné beaucoup de résultats, Anne. Moi, je trouve qu'on voit cette ligne de diplomatie de contact chez Macron, et ça ne disparaît pas, c'est-à-dire être là au contact de la situation, au contact des nouveaux dirigeants, les attraper en premier pour exister. On est obligé de développer cette diplomatie alternative, et le Proche-Orient a toujours été une région d'intérêt pour la France, même si aujourd'hui on n'est plus consulté pour ce qui s'y passe. Il s'agit pour la diplomatie française de continuer d'y exister. Je propose une autre grille de lecture pour ce voyage en Syrie, peut-être pas sur ce timing puisqu'il avait été préparé, et il a été maintenu malgré l'instabilité qui existe aujourd'hui à Damas. Cet attentat n'est ni le premier ni le dernier. La grille de lecture que je propose, c'est les voies logistiques, et ça nous ramène au premier sujet sur Hormuz. À terme, on ne peut pas compter sur ce détroit d'Ormuz pour alimenter en gaz naturel, en pétrole, en engrais l'Europe. Il va falloir développer d'autres voies maritimes et logistiques. Or, la Syrie fait partie d'un tracé potentiellement souhaité par la France ou d'autres pays dans le monde, qui permettrait de transiter, non pas par le Golfe Persique, mais par l'intérieur des terres, en Arabie Saoudite, puis vers la Jordanie et vers la Syrie. Or, les ports de Beyrouth, en grande partie, et les ports de Latakia en Syrie sont entre les mains d'une entreprise française aujourd'hui, et pas d'une entreprise américaine, ni d'une entreprise turque. Donc je pense qu'il y a aussi des intérêts logistiques et économiques en rapport avec les différentes crises qu'on a connues depuis mars. Anna, vous voulez réagir ? Oui, je veux réagir parce que, en fait, on parle très théorie, logistique, etc. Moi, je suis en choc. Je suis très choquée par cette visite. Pour une simple raison, en fait. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Al-Jolani en Syrie, il n'y a que des exactions envers toutes les minorités, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient kurdes, qu'elles soient druzes, qu'elles soient alaouites. Et personne ne dit rien. Et aujourd'hui, il va dans une mosquée, il va signer quelque chose dans une mosquée. Le symbole est fort. Et si on parle de c'est pas n'importe quelle mosquée, c'est surtout ça le côté symbolique, nous a expliqué Alexandre Rifaï. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, c'est quel message est envoyé, en fait. Allez, on y va. On va tuer tout ce qui est minorité, tout ce qui gêne au pouvoir. Et on est OK avec ça. On est la France, nous, on est content de voir ça et on ne dit rien, on l'accepte. C'est juste un choc pour moi, et une grosse déception. Bon, on va faire refermer ce chapitre syrien et avec Macron, mais on va rester en France tout de même. On va prendre la direction de Paris avec le verdict que toute la classe politique française attendait. La Cour d'appel a rendu son arrêt dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. On retrouve dans la capitale française notre correspondante Anna Papiachvili. Bonsoir Anna. Marine Le Pen est reconnue coupable, mais elle reste éligible pour les prochaines élections présidentielles. Oui, et la décision d'être candidate à la présidentielle revient désormais à Marine Le Pen elle-même, Myri. Vous l'avez dit, elle a été reconnue coupable donc ce mardi par la Cour de Paris. Coupable donc dans cette affaire des assistants parlementaires européens à l'époque où le parti s'appelait encore le Front National. C'était entre 2004 et 2016, il faut le rappeler. La justice reprochait donc à Marine Le Pen, mais aussi à plusieurs cadres du parti, d'avoir fait rémunérer par le Parlement européen des assistants
assistant parlementaire qui aurait en réalité travaillé pour le parti, le Front National à l'époque, donc le Rassemblement National aujourd'hui. Les magistrats l'ont condamné à 3 ans de prison, dont un an ferme aménageable, sous bracelet électronique et 2 ans avec sursis. Elle a aussi écopé de 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis. Une peine d'ailleurs de 15 mois d'inéligibilité qu'il a déjà effectuée depuis le 31 mars 2025, voilà ce qu'a dit la Cour, ce qui lui permet juridiquement donc de se présenter à cette élection présidentielle. Mais Marine Le Pen a souvent répété qu'elle ne mènerait pas une campagne sous bracelet électronique. Il y a encore quelques jours, chez nos collègues de BFM TV, elle déclarait « Quand on est candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements. Je ne peux pas dépendre d'un magistrat pour m'autoriser à aller faire un meeting ou à aller sur un marché. » Alors, plusieurs figures politiques, évidemment, ont réagi à cette condamnation, notamment à gauche. La plupart, d'ailleurs, étaient assez insatisfaits de cette décision de justice. Alors, selon le patron des députés PS, Boris Vallaud, eh bien, Marine Le Pen est une délinquante, a-t-il dit, tandis que l'écologiste Marine Tondelier a jugé le port du bracelet électronique peu compatible avec une candidature présidentielle. On a aussi les dates officielles de cette candidature qui devrait se tenir pour le premier tour le 18 avril et le deuxième tour le 2 mai 2027. En tout cas, après le verdict, Marine Le Pen a quitté le tribunal sans dire un mot. Elle est attendue ce soir pour une déclaration au journal de TF1. Effectivement, et ce sera aussi une interview très attendue et très suivie sans doute. Merci beaucoup Anna Papiachvili depuis nos studios à Paris. Ce verdict donc permet à Marine Le Pen, Anne, de se présenter en 2027. Elle l'a dit, elle ne fera pas campagne avec le bracelet électronique. C'était avant cette condamnation. On va voir si elle le maintient. Cela voudrait-il dire qu'elle céderait la place à Jordan Bardella? Et est-ce que le Rassemblement national a du coup les mêmes chances que si c'était elle qui était à la tête du Rassemblement national? Moi, ce que je voudrais juste que les gens s'imaginent, c'est qu'est-ce que c'est ce bracelet électronique? Est-ce que c'est quelque chose que je peux dissimuler à ma cheville? C'est une assignation à résidence. Et donc, elle ne sera pas libre de ses mouvements. Il faudra qu'elle établisse son planning, un planning a priori, et puis des exceptions, et qu'elle se coordonne. Maintenant, il y a des gens qui ont mené des campagnes à partir de résidences surveillées, même derrière des barreaux. C'est des choses qui existent. Donc je ne sais pas, la décision lui appartient, je crois que ça a été très bien dit, et elle sera issue probablement d'un calcul politique et d'un calcul personnel il faudra de voir ce tandem. Si elle estime que c'est mieux que ce soit elle ou Jordan Bardella. Si le fait d'être victime, entre guillemets, d'une affaire qu'on aurait appelée dans les années 90 emploi fictif, qu'on appelle aujourd'hui l'affaire des assistants parlementaires, je trouve ça une manière très polie de désigner cette affaire, si elle peut réussir à gagner plus de voix justement à son compte tout en étant assignée à résidence. Pourquoi pas? Je pense que ce sera des calculs peut-être liés à des stratégies de communication plutôt qu'autre chose. Ça, c'est les experts ici qui peuvent en dire davantage. Non, une réaction C'est très bien dit. En fait, c'est vraiment... si elle se positionne en tant que victime, évidemment, elle a pensé aux 2 scénarios possibles déjà depuis très longtemps, et elle va donner sa décision ce soir parce qu'il faut créer un peu de tension, un peu de buzz. Voilà, il faut du buzz et tout le monde va être écouté. Bon, c'est très bien pour tout le monde, etc. En fait, voilà, en vérité, là, elle va simplement voir qui a le plus d'avantages. Si elle se positionne entre victime du système, un système qui est corrompu, qui accuse certains, et qu'on l'a vu pour Rima Hassan, qui va repousser le verdict jusqu'en octobre, ben oui, parce que là, tout à coup, la France aurait certains intérêts plutôt d'éviter des émeutes ou éviter certaines choses, ou alors éviter d'autres choses. Alors, on peut se permettre d'accuser une personne, de condamner une personne et pas qu'une autre. Tout ça donne, je vois très très bien un discours, un narratif électoral extrêmement fort en disant voilà où on en est la France, on a besoin d'une personne forte et claire et qui ne soit plus aux mains des syndicats de la magistrature qui, comme chacun sait, est peuplé par beaucoup d'anciens trotskistes, etc. Donc il s'agit maintenant d'une situation assez claire. On va voir ce qui va se passer. Ce que peut dire, c'est l'argumentaire que vous non, je ne suis pas conseiller de Marine Le Pen. Non, mais voilà, mais que pas du tout. Mais je dis simplement, c'est que oui, on va voir ce soir. Mais pour nous, ce qui est clair, c'est que
on a affaire à qu'on le veuille ou non, à une justice qui est politisée. On ne peut pas considérer que cette justice n'est pas du tout politisée, complètement neutre de ce qui est en train de se faire. D'ailleurs, il faudrait important que le président soit impliqué aussi plus à ce qui se passe en France même que peut-être que sur la scène internationale. Ça ne serait pas une mauvaise chose pour la France. Alors, je voudrais revenir à cette campagne électorale que décidera ou non de mener Marine Le Pen. Vous aussi, vous pensez, Anna, qu'elle devra choisir entre un moindre mal ou un meilleur? Finalement, ça lui fait beaucoup de publicité, tout ça. Ça lui fait beaucoup de publicité, mais en fait, le Front National ou le Rassemblement National n'en est pas à sa première campagne de victimisation en termes de sujet marketing. Je pense que ça fait plusieurs mois maintenant, même plusieurs années, que Jordan Bardella est poussé au front du Rassemblement National, si je peux me permettre le petit jeu de mots. Les couvertures, son couple, tout ce qui fait qu'en fait, il pourrait devenir appréciable. C'est pas anodin. C'est 2 campagnes ou 3 campagnes de Marine Le Pen où elle arrive certes au 2e tour, mais les scores sont décevants. Elle est critiquée, conspuée au sein du parti. Aujourd'hui, le fait qu'elle a un bracelet électronique pose problème, un très sérieux problème. Elle l'a dit, elle ne ferait pas campagne. Il n'a jamais été question qu'elle se présente en 2027. Pour moi, ce sera Jordan Bardella et c'est même mieux d'un point de vue marketing pour le Rassemblement National. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça, mais je comprends la stratégie. Et pour eux, elle est quand même plus intelligente. Bon, voilà, on est dans des conjectures et on va attendre la réponse ce soir de Marine Le Pen à suivre chez nos confrères de TF1. Allez, un mot de football et du Mondial 2026. Voilà, la Belgique est en quart de finale, les Diables Rouges. Je vois que nos amis continuent à discuter, on est passé au sujet suivant. Pardon. La Belgique est en quart de finale, les Diables Rouges ont écrasé les États-Unis par 4-1 sur leur propre sol, c'était à Seattle. Une victoire malgré la réintégration du joueur phare américain dont le carton rouge, je vous rappelle, avait été annulé par la FIFA. Autre match hier, le Portugal a été éliminé de la compétition par l'Espagne 0-1. Une défaite synonyme de fin de rêve pour Cristiano Ronaldo qui disputait à 41 ans le tout dernier match de sa carrière en Coupe du Monde. Je vous propose d'écouter Cristiano Ronaldo. Je suis triste, c'est normal après une élimination de cette façon en Coupe du Monde. Mais comme je l'ai dit hier en conférence de presse, j'ai tout donné, j'ai fait de mon mieux et je pars l'esprit tranquille. C'est le football, c'est la vie d'un footballeur. Parfois on gagne, parfois on perd et il faut aller de l'avant. Honnêtement, c'était ma dernière Coupe du Monde, oui, mais j'aurai le temps de penser à la suite plus tard. Je serai avec ma famille, je ne prendrai aucune décision à chaud et je reprendrai le cours de ma vie. J'ai remporté 3 titres avec le Portugal. Avant Cristiano, le Portugal n'avait remporté aucun titre. Alors je suis heureux. Alors on se disait en plateau qu'à part Anna, personne ici n'est très au courant du football, bien que ce matin j'étais bien contente de voir que les Diables Rouges avaient gagné. On peut quand même parler, Anne Baer, de ce carton rouge annulé par la FIFA sous pression de Donald Trump. Ça montre que Donald Trump, lui, il ne suit pas les règles du jeu. Alors j'hésite à prendre la balle au bon ou à voter en touche. Parce que je ne suis pas au courant de ce carton rouge. Mais en revanche, je pense à vous, Myri, si jamais en finale, on a la Belgique contre la France. Oh, on a déjà eu une demi-finale comme ça. Mais alors, comme mon mari est français, ça va, on s'arrange. On a les 2 drapeaux. je suis très diplomate. C'est un peu comme moi, vous pouvez m'interroger sur l'Eurovision, le côté franco-israélien de Noam Mettan m'a comblé. Mais franchement, sur le foot, aujourd'hui... Alors, je vais passer la parole à Anna. Un petit mot d'abord de ce match Belgique-États-Unis. C'est un match pas très surprenant en termes de résultats. On savait la Belgique bien au-dessus en termes de niveau que les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas une nation de football, même si aujourd'hui de soccer, même si aujourd'hui ils s'y intéressent de plus en plus, ça devient un peu plus à la mode. Il faut rappeler juste que Donald Trump est un ami proche de Gianni Infantino, donc le président de la FIFA, et donc forcément c'est pas anodin tout ce qui s'est passé, les coups de fil, les trucs. Donc voilà, mais là où c'est problématique, c'est qu'en fait c'est la 2e fois qu'un carton rouge est retiré de l'histoire de la Coupe du Monde, en 1962 et aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a une jurisprudence, qu'on ouvre la porte et la voie à d'autres situations pareilles. Aujourd'hui, la France a demandé qu'on retire le carton jaune donné à Michael Olise lors du match si débattable contre le Paraguay.
Oui, ça fait effectivement, ça risque de faire un effet boule de neige. Un mot de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 41 ans, il est temps de raccrocher les crampons. On savait que c'était sa dernière Coupe du Monde. C'est aussi le cas pour Lionel Messi. Donc il y a toute une émotion parce que c'est deux géants du football à qui on va dire au revoir. Et donc un qui a gagné la Coupe du Monde, un qui a gagné l'Euro en 2016 contre nous. Mais c'est pas grave. Comme on a encore un peu de temps et que j'ai envie de vous mettre dans l'embarras un petit peu, Dove, un mot de football, mais sur le côté... Alors, exactement. Alors oui, on passe la balle. Et oui, il va remarquer. Oui, le but. Et oui, et bravo, on va applaudir. Bravo, c'est extraordinaire. Est-ce que vous comprenez cette passion populaire pour le football? Je vais vous dire, la dernière fois, j'étais en voiture et je vois un juif ultra-orthodoxe qui monte dans ma voiture, je le prends en stop et il me dit... Tu as la radio, vite, faut que tu mettes la radio numéro 2, parce que là-bas, il y a le match de foot. Et je le regarde pendant 3 quarts d'heure, comment il était passionné par son histoire. Je me dis, mais c'est ça ta vie, c'est ça ce qui t'intéresse dans la vie. Il me dit, mais il n'y a pas plus passionnant que le football. Et moi, en tant qu'anthropologue participatif, je regardais, je me dis, mais comment c'est passionnant, qu'est-ce qui t'intéresse? Et il a commencé à m'expliquer, en fait, c'est une véritable religion, c'est quelque chose de fantastique, c'est une fête de la joie, c'est les parents qui vont avec les enfants, etc. On a encore beaucoup à compléter. Malheureusement, on a pris d'autres choses de choix dans notre vie que de s'occuper de football. Mais je vous cache pas que c'est très important. Je sais que pour la France, en tout cas, la France a gagné 2 fois la Coupe du Monde. On espère peut-être même une 3e fois. Et ça renforce. Et même quand il y aura un match, vous savez, entre le Maroc et la France, eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que les Français, même ceux qui sont d'origine marocaine, finalement, ils sont aussi un peu français. Et c'est pour ça qu'on va avoir quand même, tout le monde sera content. En France, en tout cas, tout le monde sera content. Et le foot, voilà, le foot, c'est rapproche les gens, c'est quelque chose d'important. Malheureusement, je n'y comprends rien. Vous ne comprenez rien, mais vous avez quand même réussi à tenir jusqu'à la fin de cette émission. En tout cas, merci beaucoup à tous les 3 d'avoir décrypté l'information avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis pendant 1 heure. Et c'est avec nous, l'information continue sur i24 News.